Eh bien, la charge de la brigade légère, c'est le fruit de la collaboration, très bonne d'ailleurs, entre un réalisateur et un comédien. Le réalisateur, c'est Michael Curtiz, et le comédien, c'est le formidable Errol Flynn. Et ils ont commis, déjà pour commencer ensemble, ils ont commis Les Aventures du Capitaine Blood. Et oui, ils ont fait ensuite Les Aventures de Robin des Bois. Et ensuite, ils ont fait, bien sûr, L'Aigle des Mers, que bande de petits vénins, vous avez vu très récemment dans la dernière séance. On s'en souvient. Ouais. Et Flynn retrouve ici sa partenaire du Capitaine Blood, Olivia de Havilland. Je suis d'accord. Alors, Olivia de Havilland. Olivia de Havilland avait été remarquée grâce à son rôle dans Autant n'emporte le vent. Elle obtint un très bon contrat à la Warner. Et elle fut la partenaire, disons, idéale de compagnons masculins extraordinaires, tels que, bien sûr, Errol Flynn. Mais disons qu'elle faisait un peu le faire-valoir, le clown blanc, quoi, en quelque sorte. Et elle jugeait ses rôles un peu médiocres, elle s'en plaignait. Et un jour, elle a eu assez, elle était voir le directeur de la Warner en disant « ça suffit, j'aurais passé à autre chose ». Il a dit « bon, bah, puisque vous le prenez sur ce ton, je vous mets au piquet pendant 6 mois ». Hop, elle n'a pas tourné pendant 6 mois, mais elle a tenu bon. Et après, elle a obtenu des rôles formidables où elle a prouvé qu'elle pouvait être réellement une très grande comédienne à travers des films comme L'Héritière ou La Fosse aux serpents aussi. Il y a aussi un comédien écossais qui tourne son premier rôle, c'est David Niven. Son agent l'avait expédié à la Warner pour qu'il fasse des essais. Alors les essais, ce sont des comédiens qui se succèdent dans le même cadre, en donnant la même réplique. Et David Niven, lui, était tellement persuadé d'être mauvais qu'il avait quitté le studio. Et c'est Michael Curtiz lui-même qui lui a couru après. J'aurais bien aimé qu'il me coure après, à moi aussi. Bien sûr, le film est basé sur la charge de la cavalerie. La façon de placer les caméras et de filmer cette charge a servi de leçon à maints cinéastes depuis. Quel suspense haletant! Charge! Bonjour Hector, tu me prêtes ton calor? Mon calor, c'est un pressing plus. Vous voyez, là, c'est sa tige anti-calcaire. Elle le protège du calcaire 3 fois plus longtemps. Il est vraiment extra, mon calor. Pressing Plus de Calor, avec sa tige anti-calcaire. Oh, comme tu es mignon. Vous allez me faire rougir. La fièvre du tac au tac. Va-t-elle gagner tous les Français? Le parfum et la musique du corps. Mystère de Rochas. La fièvre du tac au tac. Va-t-elle gagner tous les Français? Allez les aviateurs, faites-moi décoller les assiettes. Des tomates farcies. Et moi, heureusement que j'ai mon pack citron, ça marche. Bec Citron dégraisse parfaitement 60 assiettes. D'autres marques de liquide citron en dégraissent pas mal, moyen ou nettement moins que Bec Citron. Il est si concentré qu'il en faut moins. C'est ça l'économie. Et mon plat de tomates farcies est tout de suite dégraissé. Pour toute ma vaisselle, pack citron fait des étincelles. Bec Citron dégraisse plus que beaucoup d'autres liquides vaisselle citron. Le rustique, si vous aimez vraiment le camembert. Bonjour Hector. Bonjour Hector. Bonjour, j'ai préparé vos calors. Votre brosse coiffante, adaptée à tous les cheveux, même fins comme les vôtres, et votre sèche-cheveux. Permettez qu'elle souffle. Vraiment, vous êtes superbe. Calor, la beauté du cheveu pour tous les cheveux. Mais toi aussi t'es super Hector. Vous allez me faire rougir. Le rustique, si vous aimez vraiment le camembert. Franchement, pour réchauffer des escargots, cuire un savarin ou faire dorer un petit gratin, est-ce bien la peine d'allumer votre grand four? Le mini four Moulinex fera très bien l'affaire. Vite chaud, vite cuit, il facilite la vie. Le mini four Moulinex, le four des bons petits plats. Moulinex.
rustique si vous aimez vraiment le camembert. Yasser Arafat et plus de 4000 combattants palestiniens ont quitté le Nord-Liban où ils étaient assiégés depuis plus d'un mois. Chez Talbot, l'envoi des lettres de licenciement relance le conflit. Les syndicats appellent les ouvriers à les renvoyer. Le carnet de change supprimé à partir d'aujourd'hui. Une question, a-t-il été efficace ? Au moment où l'utilisation de l'informatique pose le problème de la garantie du secret médical, 60 000 pétitions demandent l'accès des malades à leur dossier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yasser Arafat et plus de 4000 combattants palestiniens sont à nouveau ce soir sur le chemin de l'exil. Assiégés pendant des semaines dans Tripoli par les dissidents et les Syriens, puis menacés par les Israéliens, les fidèles d'Arafat ont quitté le Nord-Liban et après tout juste 5 heures, les opérations d'évacuation étaient terminées sans que rien vienne les interrompre. Il était près de 6 heures ce matin quand les premiers groupes de Palestiniens restés fidèles à Yasser Arafat se sont dirigés vers les 5 points de rassemblement qui avaient été prévus et qui étaient situés dans le centre-ville et dans le quartier du port de Tripoli. Aux côtés des combattants vêtus de leurs treillis kaki et portant sur eux leurs armes individuelles, en général la Kalachnikov et les lance-roquettes anti-chars, une centaine de familles avec leurs enfants attendaient également de prendre la route du port et embarquer à leur tour avec leurs bagages à bord des navires grecs attendus au milieu de la matinée. Pour gagner le port de Tripoli, les quelques 4300 Palestiniens loyalistes de l'OLP ont pris place à bord de camions ou d'autobus fournis par l'armée libanaise. Leur sécurité pendant ce court voyage étant assurée par les gendarmes libanais. Et puis vers 9h30, le premier des 5 ferryboats grecs battant le pavillon de l'ONU a fait son entrée dans le port. 3 quarts d'heure plus tard, l'embarquement des combattants de l'OLP pouvait commencer. Il allait durer jusqu'à 15h30 sous le contrôle de la police militaire palestinienne et sous la protection des navires de la flotte française patrouillant au large de Tripoli. Vers 14h30, enfin, dans un vacarme assourdissant, arrivait alors la camionnette de celui que tout le monde attendait, Yasser Arafat, que l'on parviendra tout juste à apercevoir derrière les vitres de son véhicule. À 15h30, le dernier des 5 bateaux grecs quittait le port de Tripoli. 3 d'entre eux se sont dirigés vers l'île de Chypre, où 450 Palestiniens doivent prendre l'avion pour l'Irak, Port-Soudan dans la mer Rouge et Alger via Tunis. Les 2 autres navires, dont celui de Yasser Arafat, ont mis le cap sur le port d'Hodeïda au nord Yémen. 16 mois après avoir évacué Beyrouth, Arafat et ses partisans ont à nouveau quitté le Liban, vivants et décidés à poursuivre leur lutte. Mais on peut se demander ce soir, Henri Dodona, où en est la cause palestinienne ? Oui, depuis une quinzaine d'années, Yasser Arafat, sous la pression des événements, Yasser Arafat et le gros de ses troupes ont dû quitter 5 pays différents. Mais Yasser Arafat est toujours le leader de l'OLP, et l'OLP, quoique divisée et affaiblie considérablement, est toujours là. Si les forces de l'OLP sont actuellement disséminées dans une dizaine de pays, et si elles se trouvent aussi loin de la frontière nord d'Israël, il est incontestable aussi que l'image de marque de Yasser Arafat, après toutes ces épreuves, sort confortée. Car Yasser Arafat a pu résister successivement aux Jordaniens, aux Israéliens, aux dissidents de son propre parti et enfin aux Syriens. Alors la question qui se pose ce soir est de savoir ce que va faire Yasser Arafat. Il a le choix, semble-t-il, entre 2 solutions, la voie de la diplomatie ou bien celle du terrorisme. En tout état de cause, et quelle que soit la voie retenue, ce sera un chemin très dur pour Yasser Arafat, car la Syrie ne lui veut pas du bien et joue son propre jeu au Proche-Orient. Washington s'est rapproché d'Israël, ce qui signifie qu'il n'est pas question de discuter avec l'OLP. Moscou veut s'implanter plus fortement dans la région. Et enfin, et c'est important, il n'existe actuellement aucun plan de paix qui ait les chances d'aboutir pour régler définitivement et le problème libanais et le problème palestinien. Visite surprise du Premier ministre espagnol Felipe González à Paris. Il est ce soir reçu à dîner à l'Élysée. Cet après-midi, il a eu un entretien de plus d'1 heure avec le président de la République, puis un autre avec le Premier ministre. Avec le chef de l'État, il a parlé des problèmes bilatéraux, mais surtout de l'entrée de l'Espagne dans le marché commun.
À partir du mois de janvier prochain, François Mitterrand assurera la présidence de la Communauté européenne. Felipe González entend profiter du nouveau pouvoir de son ami socialiste pour accélérer les négociations entre Paris et Madrid, clarifier les obstacles, en particulier ceux levés par les agriculteurs français pendant le sommet d'Athènes. Après plus d'une heure d'entretien, Felipe González n'était ni optimiste ni pessimiste. On est en train d'étudier les problèmes, de se rapprocher. Je crois qu'il a été très intéressant pour moi cette rencontre. On a parlé aussi de relations bilatérales et je crois qu'on peut attendre l'amélioration de cette relation bilatérale dans tous les domaines. Est-ce que vous attendez la fixation d'une date pour l'entrée d'Espagne dans le marché commun? Non, ce n'est pas le problème plus important, la fixation d'une date. Pour moi, j'avais dit en avance, après le sommet d'Athènes, j'étais préoccupé pour le destin de l'Europe, encore plus que pour l'élargissement concret. Chez Talbot-Poissy, l'accord passé entre le gouvernement et la direction cherchait à concilier deux exigences contradictoires, le réalisme économique et le respect des droits sociaux. Mais la réalité, c'est aussi que 1905 ouvriers sont licenciés. Ils ont reçu leur lettre aujourd'hui. Et pour eux, le plan social est sans doute plein de bonnes intentions, mais irréaliste. La CGT et la CFDT ont appelé les ouvriers à renvoyer leur lettre de licenciement et la CFDT demande une nouvelle négociation. Jean-François Luciani. Je m'en fous, mes règlements de compte. Choqués, désemparés, par instants exaspérés ou révoltés, les ouvriers licenciés traînaient cet après-midi de groupe en groupe, commentant leurs droits et leur absence d'avenir, refusant tout plan social, car l'estimant injuste, après pour certains, tant d'années de travail. Quoi faire? Et aller dans une autre société. Où ça? Et apprendre éventuellement un métier de mécanicien. Je sais ni lire ni écrire. Comment je prends un métier de quelque compte? Je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer, je vais me battre sur mes droits jusqu'à la fin. Les ouvriers ont reçu leur lettre de licenciement et vous n'avez toujours pas obtenu de négociation sur ce que vous appelez les licenciements arbitraires. Les lettres de licenciement seront retournées à l'envoyeur. Et vous réclamez à nouveau des négociations avec la direction. Et nous maintenons notre demande d'ouverture de négociations pour éviter tout licenciement. Et devant le durcissement visible du conflit, la CFDT a proposé à la CGT une démarche unitaire auprès de Talbot et du gouvernement afin de renégocier l'accord. Nous demandons très officiellement, effectivement, au gouvernement de prendre position par rapport à ce dossier social que nous considérons tout à fait insuffisant. En maintenant tout à fait notre position, le non-licenciement. Reste que la CFDT prône l'extension de la lutte à toute la métallurgie de la région parisienne et que devant de telles positions, on murmure déjà à Poissy que l'usine ne redémarrerait point en janvier. Les partenaires sociaux, patronat et syndicats, se sont donné un mois de plus pour essayer de régler les problèmes de l'assurance chômage. Ils ont prorogé jusqu'au 31 janvier la convention actuelle de l'UNEDIC qui devait expirer à la fin de l'année. Un mois, c'est suffisant pour arriver à un accord, a déclaré ce soir le vice-président du CNPF, Yvon Chotard. Prochaine séance de négociation demain. Depuis ce matin, le carnet de change créé au printemps dernier pour limiter les dépenses des touristes français à l'étranger est supprimé. On est pratiquement revenu à la réglementation précédente, c'est-à-dire qu'à chaque voyage à l'étranger, on peut emporter 5 000 francs par personne. D'autre part, les hommes d'affaires peuvent ajouter à ces 5 000 francs 1 000 francs par personne et par jour. Ils peuvent aussi utiliser les cartes de crédit de leur entreprise, car les cartes de crédit personnelles restent interdites. Le dispositif mis en place par le gouvernement au printemps avait soulevé, vous vous en souvenez, un véritable tollé. Alors, au moment où le carnet de change est supprimé, il est intéressant de voir s'il a été efficace. Richard Tripot. Après 9 mois d'existence, le carnet de change disparaît donc de la panoplie du parfait voyageur. Créé au printemps dernier lors de la dévaluation du franc, il avait pour but de sensibiliser les Français au problème du déficit de la balance extérieure. Sa création avait suscité bien des réactions, en particulier de la part des agents de voyage. Ceux-ci l'avaient condamné, estimant que la limitation des voyages à l'étranger allait entraîner de grandes difficultés dans la profession. À l'issue de ce contrôle d'échange, et même si les catastrophes annoncées n'ont pas eu lieu, les professionnels du tourisme font un bilan plutôt négatif. Nous avons
eu une chute des inscriptions dans nos entreprises de plusieurs centaines de milliers de Français. On pense d'ailleurs que 700 000 Français ne sont pas partis à l'étranger. Le seul ennui, c'est qu'on ne les a pas retrouvés en France. On ne sait pas où ils sont passés. Et nous avons passé une année extrêmement dure, une année terrible. Et pour les Français aussi, ça a été extrêmement gênant de ne pouvoir voyager comme ils l'entendaient. Vous aviez prédit des difficultés importantes pour les entreprises de voyage. Est-ce que il y a eu plusieurs difficultés, mais comme nous sommes un ensemble d'entreprises moyennes et petites, elles ont su, pour la plupart, surnager en prenant les mesures qui s'imposaient, mais ça a été très dur. Pour le commerce extérieur, en revanche, l'expérience s'avère positive aussi bien psychologiquement que financièrement. Plus de Français sont restés en France, ceux qui sont partis quand même à l'étranger l'ont fait avec moins d'argent, et enfin la France a connu un afflux de touristes étrangers grâce en particulier au taux du dollar. L'excédent touristique, qu'est-ce que c'est ? On regarde ce que les Français ont dépensé à l'étranger, on regarde ce que les étrangers ont dépensé en France, et on fait la balance. L'année dernière, l'excédent était d'environ 12 milliards. Cette année, au 30 septembre, il est déjà de 17 milliards. Par conséquent, vers la fin de l'année, il sera de l'ordre de 19 ou 20 milliards. On a donc un surplus d'environ 8 milliards que l'on peut attribuer aussi bien à l'augmentation de cette fréquentation touristique qu'aux mesures prises en mars dernier, mais surtout parce qu'elles ont permis, encore une fois, aux Français de comprendre l'enjeu de la bataille du tourisme. Bilan positif donc, mais le seul impact du carnet de change reste difficile à chiffrer. Un indice tout de même, dès l'annonce de sa suppression, la demande des voyages à l'étranger a repris. 60 000 personnes ont envoyé une pétition au secrétaire d'État à la Santé Edmond Hervé réclamant le libre accès des malades à leur dossier médical. Mais leur demande se heurte à la règle du secret médical. Les médecins tiennent à le préserver et redoutent d'ailleurs que l'informatisation des dossiers ne compromette cette règle. Dans la plupart des cas, le secret médical sert l'intérêt des malades, mais il est remis en cause en cas de litige ou d'erreur médicale. Et les malades ont le sentiment que ce secret fait pour les protéger se retourne alors contre eux. J'étais rentrée pour une célioscopie. C'est un examen qui se passe sous anesthésie. Et c'est seulement les derniers jours de mon hospitalisation que je me suis rendu compte que j'avais deux grandes cicatrices de chaque côté. Et selon vous, qu'est-ce qui s'était passé alors ? Selon moi, c'est une erreur de malade au bloc opératoire. Madame Audrin pense que la réponse se trouve dans son dossier, à l'hôpital. Elle a donc signé cette pétition pour le libre accès du malade à son dossier médical. Car au terme de la loi, seul le médecin traitant peut consulter ces documents. Bien souvent, lenteurs administratives et réticences médicales rendent difficile ce que l'on considère ici comme le droit de savoir pour le malade. Ce que nous demandons, c'est qu'il ait le droit d'avoir ces informations. Ce n'est pas qu'on le lui impose. C'est-à-dire que si quelqu'un a une maladie grave et qu'il ne veut pas savoir, c'est tout à fait son droit de ne pas savoir. Nous ne demandons absolument pas que le dossier soit collé systématiquement dans les bras de chaque patient. En fait, le problème du dossier médical relance un autre débat sur le secret médical envers le malade, mais aussi entre médecins eux-mêmes. Débat que l'introduction de l'informatique a profondément modifié. Par exemple, dans ce service de l'hôpital Beaujon, diagnostics et résultats d'analyse sont mis en mémoire sur ordinateur depuis 4 ans. Première précaution, préserver l'anonymat des malades par une série de codes clés. Même si des connexions sont envisagées au sein de l'hôpital, pour éviter par exemple de refaire des examens, le réseau reste interne au service. Quant à l'échange de données avec d'autres hôpitaux, il suscite pour l'instant une certaine réticence. Ici, on souhaite avant tout éviter tout détournement d'informations. Il y a des choses que sa famille n'a pas toujours besoin de connaître. Il y a des problèmes d'héritage. Il y a des choses que les compagnies d'assurance n'ont pas besoin de connaître. Et même si les médecins des compagnies d'assurance nous demandent des renseignements, nous ne pouvons pas les fournir. Et comment intervient l'informatique alors dans cette notion de secret ? Elle intervient en compliquant un petit peu le problème et en nous obligeant à être encore plus vigilants pour éviter un détournement d'informations. Détournement, piratage à distance, des risques déjà soulignés par la Commission Informatique et Liberté. Mais dès maintenant, les expériences en cours réveillent dans le monde médical l'éternel débat sur l'informatique, progrès inéluctable ou atteinte à la vie privée.
Ski, le Suédois Ingemar Stenmark a remporté aujourd'hui sa première victoire de la saison. Il a réalisé le meilleur temps dans les 2 manches du slalom spécial de Madonna di Campiglio. À 27 ans passés, c'est sa 74e victoire en Coupe du Monde. Il faut dire que le slalom est sa spécialité, quelles que soient les conditions de course. Aujourd'hui, il faisait soleil et la neige était dure. Stenmark s'est imposé devant l'Autrichien Zeller et le Bulgare Popingelov. Pour mémoire, le premier Français, Michel Canac, est arrivé 20e. Le temps demain pour terminer. Le matin, nuages et pluie sur la moitié est avec de la neige au-dessus de 800 à 1000 mètres. Sur la moitié ouest, temps instable et ciel gris. De nombreuses averses, parfois orageuses, avec de la grêle et de violentes rafales de vent de sud-ouest. Dans la journée, ce temps s'étendra à la moitié est. Pas de répit car une nouvelle vague de pluie touchera le soir les côtes bretonnes. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée en compagnie de Eddie Mitchell, la dernière séance, la charge de la brigade légère. À demain. En 1890, ça sentait bon le café à la Maison du Café. C'était la fierté de Joao et Paolo, 2 planteurs de café venus s'installer en France. Il fallait l'entendre, Joao, vanter l'arôme de son café. Et café, café. La vérité du café, on la connaît depuis toujours à la Maison du Café. C'est l'art de la torréfaction, et lui seul, comme dirait Maître Paolo, qui révèle l'arôme d'un grand café. Café, café. Aujourd'hui, l'arôme est là. Maison du Café, la passion de l'arôme. Et café, café. Il existe une énergie qui défie le temps. C'est l'énergie Ucar. Île alcaline Ucar. De l'énergie pour longtemps. Maintenant en vente sur Terre. La fièvre du tac au tac va-t-elle gagner tous les Français? Braun, conçu pour une efficacité maximum. Braun vous rase de très près. Sa grille ultra mince, recouverte de platine, épouse les contours de votre visage. Pour un rasage plus doux et plus agréable. Braun, conçu par des perfectionnistes, pour des perfectionnistes. La fièvre du tac au tac va-t-elle gagner tous les Français? Bonjour, j'ai préparé vos calors, votre brosse coiffante adaptée à tous les cheveux, même fins comme les vôtres, et votre sèche-cheveux. Permettez qu'elle souffle. Vraiment, vous êtes superbe. Calor, la beauté du cheveu pour tous les cheveux. Mais toi aussi t'es super, Hector. Vous allez me faire rougir. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Au-delà des modes et du temps, aujourd'hui et demain, l'invitation au rêve, numéro 5 de Chanel. Jusque-là, de l'éducation au métier, les chemins de la vie étaient tout tracés. Aujourd'hui, des choix plus riches, plus passionnants modifient le paysage de tous les jours. Aujourd'hui, 4 ministères mettent en place des mesures pour la formation, pour l'emploi, pour l'éducation
pour toute la jeunesse. Ce sont les instruments pour mieux choisir sa vie dans la France à venir. Mais comment on fait pour choisir? C'est simple, écrit aujourd'hui. Aujourd'hui, les voies de notre avenir, 4 ministères y travaillent. Ne serait-ce pas l'heure de notre film, La charge de la brigade légère, de Michael Curtis avec notre ami Errol Flynn? Et oui, c'est Noël. Ah.